Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais corriger avec vous un sujet de Centrale Supélec PC 2022 qui concerne les forces centrales et le mouvement des satellites et les trajectoires pour passer d'une orbite à une autre. C'est un sujet que j'ai choisi parce qu'il est quand même très classique, très à la mode. Tous les ans il y a des sujets sur les forces centrales qui tombent, donc il faut vraiment maîtriser cet aspect. Et c'est pour ça qu'on va corriger ensemble cette partie. On ne va pas corriger tout le sujet, mais au moins la partie concernant les forces centrales. Donc comme d'habitude, quand je corrige des sujets de concours, moi ce que je vous invite à faire, c'est de mettre sur pause, d'essayer de répondre aux questions, et seulement après d'écouter la correction si cela évidemment vous intéresse. Donc on va s'intéresser dans un premier temps au voyage entre la Terre et Mars, et on nous dit que dans toute cette partie, les orbites des planètes autour du Soleil sont assimilées à des cercles de rayon égal au demi-grand axe des ellipses, et on se place dans le référentiel héliocentrique galiléen, donc lié au centre du Soleil. Et on me demande dans un premier temps de déterminer les dimensions de la constante gravitationnelle ainsi que son unité. Donc pour cela, on va utiliser la force gravitationnelle entre deux objets massifs. Donc ici, on va tout de suite se mettre dans le contexte de l'étude. Par exemple, le Soleil et puis Mars, ou de la Terre. Voilà. Et donc le Soleil va exercer une force gravitationnelle sur Mars, qu'on va écrire F du Soleil sur Mars. Et si on note petit r, SM, la distance entre le Soleil et Mars, ou petit a du coup, de Mars, on va la noter AM, comme dans la suite. Bon, on va la noter petit r ici pour l'instant, pas faire de généralité. Donc on n'a que cette force gravitationnelle. Elle s'écrit moins la constante de gravitation que l'énoncé a posé comme étant grand G ici, fois la masse du Soleil fois la masse de Mars, divisé par la distance au carré, fois le vecteur normal UR, des coordonnées sphériques au point M, radial, qui est donc égal à SM divisé par petit r. En termes de dimension, on sait que la dimension d'une force, c'est la dimension d'une masse fois la dimension d'une accélération. Et une accélération, c'est en mètres secondes moins 2. Donc en termes de dimension, ça nous fait ml t moins 2. Et puis, on en déduit donc que la dimension de G est égale à la dimension de R carré, d'une distance au carré, fois la dimension d'une force, divisé par la dimension d'une masse au carré, ce qui fait L carré fois ml t-2, divisé par m carré, et on en déduit le résultat final, qui est que la dimension de G est égale à masse puissance moins 1, L cube t-2. Et donc l'unité de G dans le SI, c'est donc du kilogramme moins 1, mètre cube, seconde moins 2. Donc voilà pour la première question. Alors, montrer que le moment cinétique LO en haut, centre du Soleil, d'un objet de masse M est une constante du mouvement. Bon, là, il faut tout simplement calculer le moment cinétique et ensuite montrer que c'est une constante du mouvement par application du théorème du moment cinétique. Donc là, on va s'en sortir normalement assez facilement. C'est une question très classique. Donc on a le centre du Soleil qui est modélisé par O, le point M. Donc comme tout à l'heure, le vecteur UR ici. La force gravitationnelle que finalement je vais noter F, parce que ça va être la seule force qui intervient, qui pointe évidemment vers le centre du Soleil. Et puis on me demande de montrer que le moment cinétique est une constante du mouvement. Donc on se place dans le référentiel héliocentrique galiléen. On écrit le théorème du moment cinétique ici. Donc le théorème du moment cinétique,
par rapport à O fixe, le point O est fixe, hein, ici, donne la dérivée du moment cinétique par rapport au point O du point M, qui pourra être la Terre ou Mars, hein, dans la suite du sujet, est égale à la somme des moments qui s'exercent sur ce point, et donc on a uniquement la force gravitationnelle qui s'exerce. Et donc on a OM vectoriel F, et donc ça c'est nul, puisque OM est tout simplement collinaire à F, c'est une force centrale. Donc, on a bien directement que le moment cinétique du point M est une constante du mouvement. Une constante, je vais l'appeler, moi je vais l'écrire constante, comme demandé. Donc voilà ce qu'on obtient pour le moment cinétique. Montrer que le moment cinétique est une constante du mouvement. Alors, on a tout simplement répondu à la question. Donc on utilise les coordonnées cylindriques, O, ER, Eθ, EZ, avec EZ tel que le moment cinétique est porté par EZ, justifier que le mouvement est plan et exprimer C égale R carré dθ sur dt en fonction de LO et M. Donc là, on va continuer un petit peu notre étude. Donc on va se placer dans les coordonnées cylindriques. Donc on me demande de prendre ER, Eθ, EZ. Donc je vais noter ER plutôt que EZ. Je vais prendre les axes du référentiel héliocentrique. Grand Y, grand X et grand Z qui vient vers nous. Ça, c'est le référentiel en rouge héliocentrique. Donc ces axes sont fixes. Et puis on vient du coup repérer le point M en coordonnées cylindriques par la distance petit r, ici, et l'angle θ que l'on prend ici, si bien que le vecteur unitaire Eθ va être orthogonal à ER. Voilà. Donc voilà la situation envisagée. Et on me demande, on me dit que LO doit être selon EZ, donc on va tout de suite le vérifier. Donc LO de M, par définition, c'est OM produit vectoriel MV. C'est donc ici égal à RER, produit vectoriel M. La vitesse, c'est R.ER plus R θ.Eθ. Ce qui me fait M R carré θ point, tout simplement EZ. Donc on a bien que le moment cinétique est porté par EZ comme demandé, ici. Et on me demande d'exprimer C, R carré θ point en fonction de LO et M. Donc ici, on a bien que LO est égal à M R carré θ point, est égal à une constante d'après la question 2. Donc, on en déduit que R carré dθ sur dt est égal à L0 sur M, est égal à C, la constante des R, et donc qui est bien constante puisqu'on a montré que le moment cinétique était constant à la question précédente. Voilà pour cette partie de la question. Quel est le nom de cette grandeur? C'est la constante des R, et on doit maintenant justifier que le mouvement est plan. Donc on a le moment cinétique qui est égal à une constante portée par EZ. Et on sait aussi que, par définition, eh bien on sait que LO, c'est égal à OM vectoriel MV. Donc forcément, par construction du produit vectoriel, LO est orthogonal à OM et à V à tout instant. Donc OM et V doivent, à tout instant, OM et V sont forcément orthogonaux à EZ à tout instant, car LO est égal à une constante. Donc de ça, on en déduit très facilement que le mouvement est plan dans le plan O, ER, Eθ. Obligatoirement. Puisque
LO est une constante du mouvement. Déterminer dans le cas d'une orbite circulaire de rayon grand R la vitesse de l'objet en fonction de G, ms, R et petit m. Calculer les valeurs numériques de Vt, la vitesse orbitale de la Terre, et Vm, celle de Mars, dans le référentiel héliocentrique. Donc là, on va prendre une orbite circulaire, maintenant. Donc je vais refaire un petit peu ce que j'ai fait avant. Je vais reprendre mes axes du référentiel héliocentrique. X, Y, Z. Et puis la trajectoire circulaire du coup du point M. Peut-être pas avoir assez de place. Voilà, je vais reculer un petit peu. Donc la trajectoire circulaire du point M. Ici, on va prendre un cercle de rayon 4 carreaux sur mon image. Et donc le point M à tout instant est situé ici et repéré, comme on l'a vu, en coordonnées cylindriques, du coup par son rayon grand R. Je ne sais pas si on note grand R le rayon. Voilà, de rayon grand R, la vitesse V, l'angle θ. Et donc évidemment, comme on est en mouvement circulaire, je vais redessiner ma base. Alors, je vais peut-être travailler directement en base de Fresnel. Donc en base de Fresnel, Tn, eh bien, on a un résultat de cours très important qui est que l'accélération dans la base de Fresnel est égale à dv, donc ici c'est d grand V, sur dt selon le vecteur tangentiel, plus v carré sur le rayon de courbure, donc pour un cercle c'est le rayon, selon n, et donc je vais dessiner ma base de Fresnel, n vers l'intérieur et t dans le sens de la trajectoire du satellite, là où certains auront peut-être envie de travailler en coordonnées cylindriques au vu de ce qui a été fait avant, ER, Eθ, c'est équivalent, c'est vous qui choisissez, il n'y a pas de difficulté là-dedans. Et donc on applique maintenant cette fois-ci la deuxième loi de Newton. Dans le référentiel héliocentrique galiléen. Et donc on a que la masse de l'objet, l'intérêt fois l'accélération, est égale à la force qui est, encore une fois, uniquement la force gravitationnelle. Et au vu des notations choisies, on va garder grand R, ms et petit m. Donc c'est égal à G fois ms fois petit m sur grand R carré selon le vecteur n. Attention, moi comme je travaille en base de Fresnel, j'ai pas le moins. Le vecteur n, il est rentrant. Et donc par projection sur Tn, tout simplement, on obtient que m dv sur dt selon t est égal à 0, j'ai pas de force, et m v carré sur r est égal à g ms petit m sur r carré. Donc de ça, j'en déduis que dv sur dt est égal à 0, et donc que v est égal à une constante. Donc on a bien, comme d'habitude dans ce type de chapitre, un mouvement circulaire uniforme. Et on me demande de déduire la vitesse, donc de la deuxième égalité, je déduis assez facilement que v est égal à la racine de g ms sur r. Voilà. On me demande de faire l'application numérique, Vt et Vm, sachant qu'on me demande de prendre comme rayon le demi-grand axe. Donc là, je vais aller chercher les données dont j'ai besoin, qui sont celles du début. Donc pour les applications numériques, on y va. Il faut bien faire ces questions d'application numérique, surtout forcez-vous à les faire. Donc Vt, c'est égal à la racine de g mt sur at, et Vm, c'est égal à la racine de g c'est ms, pardon, n'importe quoi, ms sur am. On fait attention aux unités, on ne perd pas de points bêtement sur les questions d'application numérique. Donc 6,67 10-11 fois la masse de 10,30 divisé par AT, 150 10 puissance 6 km, donc bien à mettre en mètres, donc 10 puissance 9. Et on prend la racine. On travaille ici avec 3 chiffres significatifs, et donc je tombe sur 29,8 km par seconde. Et pour Mars,
j'ai la même chose, sauf qu'au lieu de prendre 150, je vais prendre 228 comme rayon. Et je tombe sur 24,2 km par seconde. Donc encore une fois, c'est important de faire ces applications numériques dans les sujets de concours. Très bien, on attaque les deux dernières questions de cette première partie de ma correction vidéo. Sur les aspects énergétiques et la troisième loi de Kepler. Donc on me demande de déduire de l'expression de l'énergie cinétique puis de l'énergie mécanique. Déduire l'expression de l'énergie cinétique puis de l'énergie mécanique sur son orbite circulaire. Je vais aller un petit peu vite. Donc on a EC qui est égal à 1/2 de M grand V carré, donc qui est tout simplement égal à 1/2 de petit m, 1/2 de G petit m ms sur R. Ça c'est pour l'énergie cinétique. Et l'énergie mécanique, eh bien c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc il faut qu'on détermine l'énergie potentielle. Donc on a la force qui est égale à moins le gradient de l'énergie potentielle, soit G moins G ms petit m sur R carré ER, qui est égal à moins DEP sur DR ER. Les autres termes vont nous donner, même si le gradient n'est pas à connaître par cœur, vont nous montrer que EP ne dépend pas de θ et que EP ne dépend pas de Z. Ici d'ailleurs on travaille en coordonnées plutôt cylindriques d'après l'énoncé. Et donc en intégrant on obtient que EP de R, les moins se simplifient mais ils reviennent quand je primitive 1 sur R carré, donc moins GM ms sur R, plus une constante que l'on élimine avec une référence des potentiels à l'infini, qui est le choix classique. Et on en déduit enfin l'expression de l'énergie mécanique, qui est donc égale à 1/2 de G M ms sur R, l'énergie cinétique, moins G M ms sur R. Et donc on obtient l'expression de l'énergie mécanique, qui est égale à moins G M ms sur R sur 2R. Donc ça c'est négatif quel que soit R, c'est cohérent, car ici on est dans un état lié de la gravitation. Et donc si vous vous rappelez un petit peu votre étude de l'énergie potentielle effective de la gravitation, les états liés sont des états d'énergie mécanique négative. Donc c'est tout à fait satisfaisant d'obtenir cette énergie mécanique. Et enfin exprimer la période de rotation, T, en fonction de G, ms et R. Donc là on utilise tout simplement le fait que pour un mouvement uniforme, la période de rotation, c'est 2πr sur v, tout simplement. Et donc, ça nous fait 2πr divisé par racine de g ms sur r. Autrement dit, 2π sur racine de g ms fois r à la puissance 3,5. Ce qui est bien équivalent à avoir que t carré sur r cube est égal à 4π2 sur gms, ce qui est la loi de Kepler numéro 3. Donc on est tout à fait satisfaisant. Voilà, donc c'était la question 6, c'est pas la 7, pardon. Donc voilà pour le début. On nous dit simplement ensuite que pour la suite, on pourra reprendre ces expressions en remplaçant R par petit a. Donc on pourra prendre pour la suite que l'énergie mécanique c'est égal à moins G M ms sur 2a et non plus 2r, et que la période ce sera t carré sur a cube qui sera égal à 4π2 sur g ms. Ça c'est pour les ellipses. Donc voilà pour la première partie de la correction de ce sujet central. Je vais continuer la correction sur les questions qui vont devenir un petit peu plus dures. J'ai essayé d'être assez lent et assez explicatif, donc j'espère que ça vous a plu, et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire. Bonne journée!